On a tous connu ça, non? La fameuse journée sécurité obligatoire. On se retrouve dans une salle, souvent sans fenêtre, un peu surchauffée, face à un PowerPoint qui n'en finit plus. On nous parle de l'article L 4121-1 du port des EPI. C'est long. Et soyons honnêtes, dès le lendemain, les vieilles habitudes sont souvent de retour. Alors, accrochez-vous bien. Voilà un chiffre qui fait réfléchir. 80%. C'est en gros la part d'information qui s'évapore quasi instantanément après une formation sécurité classique. 80%, c'est énorme. C'est comme si on jetait 4/5 de l'effort à la poubelle. Du coup, la question qui s'impose, c'est pourquoi? Comment est-ce possible qu'une information aussi vitale, qui peut sauver des vies, soit si volatile? C'est vraiment le nœud du problème qu'on va essayer de défaire ensemble aujourd'hui. Alors, allons voir ce qui se cache derrière ces fameux 80%. En fait, la raison est assez simple, et elle est liée à la façon dont notre cerveau fonctionne. Le cerveau humain n'est pas une éponge. Il ne se contente pas d'absorber passivement ce qu'on lui dit. Non, il retient ce qu'il construit activement, ce qu'il manipule, ce qui engage plusieurs sens. Or, la formation traditionnelle, elle nous met en position de spectateur, alors que la sécurité, par définition, ça demande d'être acteur. Et attention, ça c'est vraiment le point le plus important, il ne s'agit pas du tout de blâmer les salariés ou de parler de mauvaise volonté, pas du tout. C'est juste que la méthode qu'on emploie est à contre-courant de notre manière naturelle d'apprendre. Le problème, ce n'est pas les gens, c'est la méthode. Ok, pour reconstruire une approche efficace, il faut repartir des fondations. Et en sécurité, les fondations, c'est d'abord le langage. Les mots qu'on utilise, danger, risque, exposition, on croit tous savoir ce que ça veut dire, mais sur le terrain, c'est souvent un joyeux bazar. Alors, remettons un peu d'ordre là-dedans. Allez, on commence simple. Le danger, c'est quoi? C'est la source, c'est la propriété intrinsèque d'un objet, d'un produit qui peut faire mal. Prenons une scie circulaire. La lame, elle est coupante. C'est sa nature, c'est un fait. C'est ça le danger. Il est là que la scie soit branchée ou pas. Et c'est là que ça devient super intéressant. Quand on le compare au risque, ce n'est pas la même chose. Le risque, c'est quand on met en relation une personne et le danger. Le risque, c'est la probabilité que le danger cause un dommage. La scie rangée dans sa boîte, le danger, la lame, existe, mais le risque est quasi nul. Le risque apparaît au moment où quelqu'un s'approche pour utiliser la scie. C'est une situation, pas un état. Et pour compléter notre trio, il y a l'exposition. C'est le paramètre du temps et de la fréquence. Imaginez le bruit. Un bruit de 85 décibels, c'est le danger. Y être exposé 1 minute, le risque est faible. Mais y être exposé 8 heures par jour, tous les jours, là le risque de surdité professionnelle devient une quasi-certitude. L'exposition, c'est la variable qui fait tout basculer. Donc on le voit bien, maîtriser ces 3 mots, ce n'est pas un détail, ce n'est pas juste pour se faire plaisir, c'est la base de tout. Sans ce langage commun et clair, n'importe quelle démarche d'évaluation des risques est bancale dès le départ. C'est comme essayer de construire une maison sans fondation solide. Très bien, maintenant qu'on parle la même langue et qu'on a identifié nos risques, on en fait quoi? On pioche des mesures de prévention au hasard? Surtout pas. Heureusement, le Code du travail nous fournit une sorte de guide, une boussole. Ce sont les 9 principes généraux de prévention. Et attention, il y a un ordre logique à respecter. Et parmi ces 9 principes, il y a un trio de tête, un podium. Les 3 premiers sont absolument fondamentaux. Le but ultime, le Graal, c'est le numéro 1, éviter le risque. Si on peut supprimer le produit dangereux, la machine bruyante, le problème est réglé à la source. Si ce n'est pas possible, on passe au numéro 2, combattre les risques à la source. Par exemple, capter les poussières là où elles sont émises, avant qu'elles n'arrivent aux poumons. Et seulement en 3e position, on trouve l'adaptation du travail à la personne, et non l'inverse. Penser l'ergonomie, par exemple. Et tout ça, ça nous amène au vrai changement de paradigme. La prévention, pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle soit vivante, elle ne peut pas être une série de règles tombées d'en haut, elle doit être comprise, partagée et surtout co-construite par celles et ceux qui sont sur le terrain. L'objectif, c'est de faire ce basculement, passer des salariés qui sont de simples récepteurs passifs d'instruction à des participants actifs qui contribuent à la solution. Cette phrase résume tout. Les gens ne sont plus des simples spectateurs, ils deviennent les architectes de leur propre sécurité. Et là, ça change tout. D'accord, mais concrètement, ça ressemble à quoi? Eh bien, imaginez une approche comme celle de la fresque de la sécurité. Oubliez le PowerPoint. Là, les gens sont en groupe autour d'une table. Ils manipulent des cartes, ils débattent, ils jouent à des petits jeux pour s'approprier les concepts, et à la fin, ce sont eux qui dessinent, qui tracent physiquement les liens de cause à effet. Ils ne reçoivent pas le savoir, ils le construisent de leurs propres mains. Finalement, on comprend bien qu'une telle démarche, ça va bien au-delà d'une simple journée de formation. C'est quelque chose qui vient interroger la culture même de l'entreprise, sa façon de voir le travail et les gens qui le font. S'il ne fallait retenir qu'une seule idée, ce serait celle-ci. La prévention, la vraie, ce n'est pas cocher des cases sur un formulaire, ce n'est pas de la paperasse. C'est avant tout un dialogue, une réflexion collective et permanente sur le travail tel qu'il se fait réellement. Avec un seul but,
que tout le monde puisse rentrer chez soi en bonne santé chaque soir. Et ça nous laisse avec cette question pour la route. Quand on observe un environnement de travail, quel qu'il soit, on peut se la poser. Est-ce que les gens y sont traités comme des spectateurs passifs ou est-ce qu'on leur donne les moyens d'être les véritables architectes de leur sécurité? La réponse à cette question en dit souvent très très long.